Voilà, alors nous avons le grand plaisir aujourd'hui, dans le cadre de la Société philosophique de Louvain, de recevoir le professeur Marco Gnadi, qui est en fait professeur ici à l'UC Louvain et membre du Centre européen de philosophie pratique. Et nous avons en plus la chance de l'entendre sur une publication tout à fait récente, puisqu'il vient de faire paraître aux presses universitaires de France la Déclaration universelle des droits de l'esprit humain, une proposition. Donc c'est une philosophie qui n'est pas seulement critique, même si Marco Gnadi est spécialiste de philosophie critique et de la théorie critique, c'est vraiment une proposition qu'il nous fait, qui est dans l'actualité non seulement éditoriale, mais dans l'actualité de ce que nous vivons avec des questions contemporaines, puisqu'il s'intéresse véritablement aux enjeux pour l'humain de l'intelligence artificielle, par l'informatique et par les outils numériques qui captent notre attention et finalement notre esprit. Il a déjà publié, ça c'était il y a 1 an, Le second âge de l'individu, pour une nouvelle émancipation. C'était aussi aux presses universitaires de France et récemment aussi faire confiance à la confiance. C'est donc un chantier qui est en cours et nous sommes très heureux de l'entendre avec un titre aujourd'hui, L'esprit humain, patrimoine commun de l'humanité. Alors effectivement, je vais vous parler de ce qui me semble être en fait la dimension, je dirais, éthique fondamentale du numérique. Mais j'aimerais faire une remarque justement préliminaire sur la notion d'éthique du numérique, puisque c'est ce dont je vais vous parler. Cette expression éthique du numérique et ce qu'elle désigne est fondamentalement grevée d'une complication conceptuelle à laquelle cette expression ne peut pas échapper. En effet, les problèmes éthiques que cette expression éthique du numérique donc doit servir à désigner sont circulairement dépendants du concept de numérique qu'elle mobilise, de la définition qu'on en donne. Ainsi, par exemple, lorsqu'on donne comme définition du numérique, ce qui est le cas, par exemple, du Comité national pilote d'éthique du numérique en France. Quand on définit le numérique comme un, je cite, outil universel de traitement de l'information, comme ça qu'ils le définissent, alors l'éthique du numérique sera, par définition, sous ce paradigme, une éthique du traitement de l'information. Or, il y a de nombreux paradigmes concurrents du numérique, par exemple, le paradigme économique du numérique, comme nouvelle forme capitaliste de création de richesse, c'est par exemple ce que fait Shoshana Zuboff et d'autres. Le paradigme culturaliste, je dirais, du numérique, comme vecteur d'expériences nouvelles, ce que nous pouvons éprouver, expérimenter de nouveau sur Internet. Le paradigme politique du numérique, comme nouvel outil démocratique, ou au contraire comme nouvelle forme de domination, paradigme psychique du numérique comme nouveau mode de subjectivation, etc., etc. Je pense avoir identifié à peu près une dizaine, disons, de véritables paradigmes du numérique. Je ne les ai pas tous cités ici. L'Union européenne, elle, a choisi de parler du numérique comme d'un outil ou d'une infrastructure technique de circulation des données au service du marché. C'est comme ça que c'est défini par l'Union. Ce qui permet à l'Union de traiter le numérique dans un esprit toujours apologétique comme une source évidente de bien-être économique futur. Les innombrables textes normatifs de l'Union européenne traitent du numérique sous le paradigme exclusif des opportunités de marché, dans la perspective du renforcement du marché unique européen. Son souci éthique à l'Union, donc, se résume dès lors au seul respect des droits et libertés assurant aux acteurs les conditions éthiques d'un marché équitable. Donc, ce que je voulais simplement montrer, c'est que la question préalable du paradigme sous lequel on traite le numérique est essentielle dans la perspective d'une éthique du numérique, puisqu'elle détermine en quelque sorte cette éthique, et donc cette question doit être explicitée. Et dans ce qui suit, j'aimerais commencer par expliquer en quoi et pourquoi le numérique mérite avant tout d'être considéré comme une technologie de l'esprit.
c'est comme ça que je l'approche, puis montrer l'éthique qui en découle. Devenu intermédiaire universel, parce que outil universel, le numérique s'inscrit dans une évolution lourde qui n'est devenue véritablement apparente qu'au début du XXIe siècle, avec l'avènement de l'usage généralisé des smartphones. Cette évolution, c'est celle d'une substitution progressive de relations techniques à nos relations naturelles avec le monde. D'un point de vue phylogénétique, on est passé de la simple ustensilité de l'outil, comme la hache préhistorique, ou le moulin à eau au Moyen-Âge, par exemple, c'est-à-dire comme moyen ponctuel d'intervention dans le monde, tel que le décrit par exemple André Leroi-Gourhan. Donc on est passé de cette ustensilité à autre chose au XXe siècle, au XIXe, XXe siècle, c'est-à-dire à un déploiement systémique dès l'ère industrielle de la rationalité technique comme moyen privilégié d'action sur le monde, tel que thématisé par exemple par Heidegger ou Jacques Ellul en France. Après quoi, l'extension du numérique a marqué une étape supplémentaire et qualitativement différente, celle de devenir pour chaque individu un intermédiaire obligé avec le monde, que ce soit le monde de l'environnement physique et des objets, monde des personnes, monde des institutions et même relation avec soi-même. Il est devenu donc un intermédiaire universel, rendu possible par les capacités d'intégration universelle de ce méta-outil qu'est le numérique. C'est en quelque sorte l'outil de tous les outils. Cette évolution vers cette intermédiation universelle du numérique représente, à mes yeux, un fait anthropologique majeur. Très prosaïquement, cela veut dire que pour réaliser une action et atteindre leur but, les humains doivent désormais d'abord obéir à des machines. Quoi qu'ils fassent, et quoi qu'ils fassent grâce aux dispositifs numériques, ils doivent passer par la porte étroite que leur impose le système technique. Ne serait-ce que l'acquisition d'un appareil, l'abonnement à un opérateur, l'établissement de codes et de mots de passe, création de comptes et de profils, remplissage de cases préformatées, clic à l'endroit désigné, suivi de process élaborés par d'autres, etc. Seul l'accomplissement préalable de ces obligations dictées par la technique donne accès au plein usage des outils numériques et permet la réalisation du but visé. Or, ce passage obligé n'est pas sans conséquence sur la vie de l'esprit. Conséquence qui, prise en elle-même, n'est pas propre au numérique, mais à laquelle celui-ci donne une amplitude sans précédent. Je m'explique. La manifestation la plus visible en est d'exiger, avant toute mise en œuvre d'une action individuelle, une conformation préalable de celui qui agit à ce qui est attendu par le système technique. Pour atteindre le but fixé, il faut d'abord se plier aux exigences du système, lequel incarne la rationalité objective de l'état actuel de la société. Si je pense que le distributeur automatique me donnera de l'argent en lui faisant un beau sourire, je n'ai pas compris la rationalité du système et je ne peux pas accomplir mon action. La rationalité individuelle ne peut s'exercer sans ce mariage avec la rationalité objective telle qu'elle est consignée dans le contexte dans lequel se déroule l'action. Il est vrai que le corps individuel et le corps social ont toujours dû se mettre en conformité avec l'état objectif du contexte technique de leur époque. Mais avec le numérique, intermédiaire universel, un seuil a été franchi qui donne à ce phénomène une ampleur sans précédent et une signification élargie. L'extension quantitative a un effet de bascule qualitative. Il apparaît désormais, en effet, plus clairement que jamais auparavant, que la raison individuelle, celle dont nous nous servons pour atteindre nos buts, cette raison individuelle est un organe d'adaptation
à la rationalité sociale, un organe mimétique, que si elle nous permet de réaliser nos fins, c'est au prix d'épouser la rationalité des moyens qui sont mis à sa disposition. L'emprise du système technique inflige ici à sa manière une sérieuse blessure narcissique à la fière arrogance du cogito cartésien, qui fait de la raison le souverain organe de l'autoréflexion capable de mettre hors jeu toute la validité du monde. À l'opposé de cette vision emphatique de la raison, doit plutôt être jugé rationnel le comportement capable de s'ajuster aux prescriptions du système technique, face auquel toute liberté d'action, tout écart apparaîtra comme extravagant, antilogique, en un mot irrationnel, tel le sourire face au distributeur. Aujourd'hui omniprésente, la technique apparaît donc comme un formidable appareil de conformisation à l'ordre établi, un outil d'alignement sur l'état de choses existant auquel la raison doit s'adapter par défaut. Un outil fondamentalement conservateur, donc, qui oblige chacune de nos petites actions à pénétrer le lit de la rationalité objective et à y embrasser les prescriptions qu'elle nous impose. On dit souvent que le numérique est une technologie disruptive. Et ça veut dire qu'elle brise au fond les cadres existants. Mais je crois au contraire que le fait que le numérique soit une technologie ou un conglomérat de technologies disruptives n'infirme pas, mais au contraire confirme ce conservatisme du système technique. Parce que la disruption oblige chaque acteur à courir après la locomotive de l'innovation permanente, sans lui laisser le temps de savoir où il va, encore moins de réfléchir à la question de savoir s'il faut vraiment y aller. La disruption, la disruption, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est juste le fait que ça va très vite, qu'on doit toujours se réadapter, comme nos mises à jour, ou les nouvelles technologies qui arrivent, qui subvertissent la précédente, etc. C'est ça la disruption. Et donc, la disruption est ce qui met chacun en retard et lui impose la temporalité de la fuite en avant. La disruption est au service du conservatisme du système technique, conservatisme non pas au sens de la nostalgie de valeurs disparues, mais au sens du maintien de l'empire de la technique elle-même. Conservatisme d'une technique dépourvue de toute transcendance, autoconservatisme au service de sa propre hégémonie, qui met sous tutelle la raison individuelle elle-même. D'un point de vue existentiel, c'est-à-dire au point de vue de la première personne, du vécu de chacun d'entre nous, cette mise en conformité généralisée se traduit par une intrusion continuée dans ce que j'appelle l'intimité de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, l'intimité de l'esprit, ce n'est pas la même chose que la vie privée. Donc une intrusion dans l'intimité de la vie de l'esprit, ce n'est pas la même chose qu'une intrusion dans la vie privée. La vie privée se définit par son caractère privatif, précisément, c'est-à-dire par le fait d'être privé de tout accès et retentissement public. C'est ça la vie privée. La vie privée regroupe toutes les dimensions personnelles, existentielles, physiques et sociales que l'on ne souhaite pas voir exposées au grand jour, mais qui sont à chaque fois possiblement menacées de l'être. Mais l'intimité de l'esprit, ce n'est pas cela. Celle-ci se réfère plutôt, c'est ça que j'appelle l'intimité de l'esprit, se réfère à la manière subjective dont nous habitons le monde, à la texture spécifique de l'expérience vécue dans sa manière de se rapporter au monde, dans tous les domaines de l'existence. L'intimité de l'esprit ne contient rien qui puisse, à proprement parler, être révélé et qui mériterait d'être caché. C'est un concept qualitatif plutôt que substantiel et désigne plus, telle une tonalité musicale, une coloration générale de l'expérience du monde, plutôt qu'une de ces régions particulières qu'on voudrait mettre à l'abri des regards. Vous voyez ? En d'autres termes,
L'intimité de l'esprit englobe bien davantage que la vie privée. Elle est le site originaire de l'expérience propre que chacun fait du monde et qui transparaît dans chacun de ses actes, réflexions, réactions, désirs, sentiments. Or, aujourd'hui, dans le monde numérique, cette intimité, donc cette qualité de la relation au monde, ce type de relation que l'on entretient avec le monde, cette intimité peut s'objectiver dans le monde numérique. Elle peut s'objectiver dans l'ensemble des traces que laisse derrière lui tout comportement numérique. C'est les données et c'est les métadonnées que nous laissons sur Internet, traces qui, agrégées, finissent par dresser le portrait sans phare de n'importe quel individu sur Terre. Vous savez, il y a sur chacun d'entre nous à peu près 7000 points d'information que les géants des numériques retiennent. Bon. Combien j'ai dit 7000, oui, 7000. Vous voyez, ils peuvent dire 7000 choses de vous, quoi. C'est beaucoup plus que ce que votre copine, enfant, parent peut dire de vous. J'en suis persuadé. C'est ça, ces traces agrégées qui objectivent, en fait, une certaine forme de relation au monde. L'intimité mentale n'est pas, en ce sens, une catégorie juridique, en tant qu'elle s'opposerait à ce qui est public, mais une catégorie existentielle, qui relève de la complexion la plus singulière de chaque personne. Par exemple, on peut nous identifier par la manière dont nous tapons sur le clavier, qui est extrêmement individuelle, extrêmement individualisée. C'est un exemple. Et vous voyez, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que ça fait pas partie de la vie privée. J'entends de la manière dont on tape, avec combien de doigts, sur quelle touche, avec quelle force. Vous voyez, mais c'est une forme d'intimité de l'esprit parce que ça exprime une certaine forme de relation au monde. Distinguer la classique vie privée de la notion d'intimité de l'esprit permet de montrer en quoi les outils numériques sont des technologies de l'esprit. Ils le sont parce que, au-delà d'être des outils multifonctions archi-pratiques, ce qu'ils sont naturellement, ils viennent, ces outils, bousculer en s'interposant dans la relation au monde, dans notre relation au monde, l'intimité de l'esprit. Ce sont des technologies de l'esprit parce que ce sont des technologies de la relation au monde. En s'introduisant dans l'intimité de l'esprit, elles s'introduisent dans la relation au monde. J'ai déjà montré tout à l'heure comment l'extension du numérique révélait la raison comme étant un organe d'adaptation à l'état du monde, auquel elle est sommée de se mettre en conformité. Mais ce qui se dessine à travers cette intrusion continuée dans l'intimité de l'esprit qu'exerce le numérique, ce qui se dessine là, c'est pas seulement la mise en conformité avec l'état du monde, c'est ce que j'appelle le devenir cybernétique de l'esprit. Parce que cette laisse virtuelle qui nous rattache au système numérique fait de tout utilisateur que nous sommes une source d'information identifiable. Donc, la cible potentielle d'une autre information, dans une espèce de tango algorithmé où chaque danseur est à la fois sujet d'input pour l'un et objet d'output pour l'autre. Le chef d'orchestre de ce tango est la cybernétique, que son fondateur, Norbert Wiener, avait défini dans les années 40 comme la science du contrôle et de la communication. Autrement dit, comme une science de l'information, la notion d'information étant la brique élémentaire de tout le système et pour la cybernétique de tout système. La cybernétique, c'est donc une science nouvelle née dans les années 40 avec un objectif extrêmement prosaïque et simple. Le but de la cybernétique, c'était d'abattre le plus d'avions en un moins de temps possible. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Avec des cibles mobiles dont il fallait calculer la trajectoire, etc. D'accord ? Et donc, toute l'idée, c'est que tout ce système, relativement simple, au fond, fonctionne sur la réception d'input, l'émission d'output et un phénomène de feedback qui fait qu'en fait, on peut corriger les outputs en fonction, en direct, si vous voulez,
selon, par exemple, la trajectoire en direct de l'avion. Donc il y a une espèce de va-et-vient, de rétroaction en direct. C'est exactement, si vous voulez, l'exemple le plus simple, c'est quelqu'un qui pilote en voilier ou conduit une automobile, et puis corrige la trajectoire en fonction de ce qui est en train de se passer. Il peut tourner à gauche, mais s'il sent qu'il se déporte, eh bien, il va agir en conséquence. Ça, c'est du feedback. Voilà. Pour la cybernétique, tous les comportements humains, animaux et machiniques s'expliquent ainsi. Et donc le feedback, c'est la grande trouvaille de la cybernétique. Ça veut dire qu'on reçoit des informations en retour pendant l'exécution même de l'action. Et donc, si vous voulez, basé sur les seuls échanges d'input et d'output, hein, eh bien, en fonction d'un but, le monde cybernétique dessine la figure d'un monde purement immanent, hein, un monde purement horizontal de communication d'input-d'output auquel on réagit, etc., et qui est fait d'interrelations réelles entre des données effectives. C'est un monde sans intériorité, que des comportements qui sont des informations, hein, sans états mentaux. On va expliquer tous les comportements humains sans recourir aux états mentaux, aux croyances, etc., et sans transcendance. Tout y est fait pour se dérouler sur le seul plan d'immanence des informations réellement échangées. Voilà, ça c'est le monde cybernétique. Et ce que je veux dire, c'est que, évidemment, en mon sens, on sous-estime largement dans la littérature, pas tout le monde naturellement, mais globalement, on oublie le paradigme cybernétique qui fonde le numérique. Voilà, tout le monde numérique fonctionne sur ce paradigme cybernétique. Et aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai dit, le numérique est devenu le partenaire obligé de notre vie sociale, eh bien, le numérique met inévitablement chacun de ses utilisateurs, vous et moi, en position d'opérateur cybernétique, l'incorporant malgré lui dans ce vaste système de communication où, lorsque nous sommes connectés, eh bien, nous changeons de rôle en fonction de notre position dans le système. La structure même du numérique porte en effet en elle cette capacité à faire varier le rôle de chaque utilisateur en fonction de sa position par rapport à des buts, les siens ou ceux posés par le système. Ces rôles coexistent, se croisent, s'entremêlent dans l'écheveau inextricable des finalités innombrables qui peuplent le monde numérique. Finalités conscientes et non conscientes, patentes et cachées, chacune alimentant l'autre dans des proportions que nul ne peut plus connaître. Je veux aller faire une balade à vélo avec ma fille, et le système profite de ma géolocalisation pour me proposer l'achat avantageux d'une canne à pêche sur mon itinéraire. Défini sous le paradigme cybernétique comme un appareil à traiter l'information, l'être humain, dès lors qu'il devient utilisateur du numérique, est lui-même devenu, sous le paradigme numérique, une information à traiter. Mais je parle ici d'utilisateurs au sens courant, ceux qui utilisent par conséquent les outils numériques, mais l'utilisateur, c'est en réalité l'esprit de l'utilisateur. Quoi d'autre ? Esprit qui se trouve enrôlé sur une scène dont il ne connaît pas les codes, mais dont il accepte le fonctionnement. Dès qu'il entre sur cette scène, il devient l'objet de sollicitations cybernétiques. C'est-à-dire qu'il devient sollicité du simple fait qu'il est lui-même un vecteur d'information. Il devient ainsi rouage du système, soit qu'il est ressource d'information. Par exemple, nous sommes tous des inputs pour le système, c'est pour ça qu'il pompe nos données, c'est ça, les inputs, c'est les données qu'il nous pompe, pour faire des statistiques, pour faire du profilage, pour surveiller, pour contrôler, que sais-je, alimentant ainsi le ventre mou des big data. Donc on est soit ressource d'information pour le système, soit destinataire ou utilisateur d'informations envoyées par le système qui espère qu'elles soient transformées par l'esprit des utilisateurs en output
conforme aux attentes du système. Par exemple, que j'achète la canne à pêche qu'il me propose. C'est ça qu'attend le système. Dans les deux cas, donc qu'on soit ressource ou destinataire, c'est l'esprit des utilisateurs qui est visé, tantôt comme source, tantôt comme cible. Tel est le principe de l'immixtion numérique dans la vie de l'esprit. C'est ainsi que la connexion permanente au numérique, médiation obligée, entraîne l'esprit sur la pente de son devenir cybernétique. Enrôlé dans un système géant d'informations, il ne fait pas que profiter des informations que le système est capable de lui prodiguer, il s'expose lui-même continuellement en tant que source d'informations pour le système, immanquablement captif de cette gigantesque machine cybernétique dans laquelle nous baignons tous désormais. Comment la vie de l'esprit ne serait-elle pas affectée par ce lien désormais ombilical à l'écosystème informationnel que lui-même alimente? Et d'autant plus que, évidemment, nous autres utilisateurs, nous trouvons maint avantage à ce système qui obtient des résultats étincelants, qui nous procure des satisfactions immédiates, qui est d'une disponibilité permanente, tout ce qui engendre une forme d'attachement, je dirais, libidinal à la technique. Nous aimons cela parce qu'elle nous satisfait. Bon. Mais en dehors de cet attachement libidinal qu'on voit tous chez les jeunes, si vous voulez, les addictions ne seraient pas possibles si ce n'était pas un outil libidinal, tout simplement. Voilà. C'est parce que c'est libidinal qu'on peut être addict. L'addiction qui est juste une hyperbole, si vous voulez, de l'attachement libidinal. Bon. Mais sa nature, elle est quand même, la nature de l'attachement, il est libidinal. Mais outre cet attachement libidinal, il y a trois phénomènes généraux qui concourent à renforcer la pente du devenir cybernétique de l'esprit. Il y a trois choses qui renforcent cette pente. Premièrement, le fait que l'esprit s'accoutume à appréhender le monde comme une somme d'informations disponibles. Deuxième chose, je cite là simplement quasiment mot-clé ces phénomènes très généraux, donc l'habituation à un monde informationnel. Deuxièmement, le renforcement de l'individu individualiste ou de l'individualisme individualiste, parce que cette mise en information du monde implique une réorganisation psychique à vaste échelle, dans la mesure où, précisément parce que le monde est mis en information, celui-ci apparaît possiblement aligné sur les désirs et les volontés des individus. C'est-à-dire que tout y est, au fond, mis à disposition, précisément parce qu'il était mis en information. Et donc, le monde apparaît comme un vaste terrain de jeu, si vous voulez, ce qui est métaphorisé ou anticipé par le fameux métavers dans lequel on veut nous plonger. Troisième élément qui accentue cette pente du devenir cybernétique, donc mise en information du monde, c'était le premier, renforcement de l'individualisme individualiste, et enfin ce que j'appelle le fonctionnalisme généralisé, troisième élément, fonctionnalisme généralisé, dans le monde où, dans la mesure où, dans ce système de satisfaction, eh bien, chacun sert le but de l'autre. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs, on sert le but du système, qui veut engranger des informations, c'est son but. C'est le but de la captation de l'attention, c'est de rester le plus longtemps pour vendre le plus possible, mais aussi capter le plus d'informations. Mais évidemment, le système sert nos buts aussi, puisqu'on va chercher des informations, on va sur tel et tel site, on fait des réservations, etc. Donc il sert évidemment nos buts, et donc le système se met au service de nos désirs et volontés. Donc il y a une espèce de fonctionnalisme réciproque, en miroir. Et donc, chacun est au service de l'autre, sans autre horizon véritable que de faire fonctionner la grande roue cybernétique de la satisfaction. Et encore une fois, comme elle fonctionne bien, cette roue cybernétique, chacun y trouve son compte
et nul ne voit de raison de la faire tourner moins vite. Donc, pris dans ce maillage cybernétique, l'esprit apprend tout naturellement, c'est un apprentissage, aussi naturellement qu'on apprend sa langue maternelle, il apprend à se comporter en acteur cybernétique, adoptant automatiquement ses manières de faire, sachant transformer les inputs en outputs, aguerri à formuler des buts et objectifs. Il y a maintenant des cours, vous trouvez des cours sur YouTube de la bonne manière de s'adresser à ChatGPT. Parce que c'est un apprentissage, évidemment, poser des questions. Mais, vous voyez, c'est ça, être opérateur cybernétique. Ça veut dire qu'on est une pièce de la machine dans la machine. Et d'une manière générale, grâce au numérique, chacun devient de plus en plus capable d'optimiser ses comportements et à s'orienter dans le monde par data interposée. Bon, c'est devenu vraiment quasiment une langue qui nous est naturelle. Un monde cybernétique, esprit cybernétique. Et ce sont ces automatismes mentaux, ces réflexes cybernétiques qui constitue l'intrusion dans la vie mentale. C'est au fond l'adoption de ces automatismes qui nous deviennent naturels. On le voit chez les enfants, mais chez nous aussi, à la moindre information, on va sur Internet, etc. C'est un automatisme mental qui est justifié. Hein, je ne dis pas que c'est pas justifié, mais de fait, on a créé un automatisme mental. Et donc une nouvelle relation, en l'occurrence au savoir, mais d'une manière beaucoup plus générale, une nouvelle relation au monde. C'est ça, l'intrusion dans la vie mentale. Tout pousse l'utilisateur à s'en remettre spontanément aux machines, à aller vers ce qui est pratique, c'est-à-dire vers ce qui lui coûte le moins d'efforts en termes d'énergie psychique, cognitive et physique. Une fois qu'il a pris ce pli, il lui est aussi rebutant de revenir en arrière que pour un pianiste confirmé de jouer des morceaux de novice. Le numérique et son fonctionnement cybernétique lui donnent des facilités de virtuose. Cette situation récemment créée plonge donc l'esprit dans un univers de données, comme dans son nouveau milieu naturel. Univers où il devient lui-même un opérateur de données. La numérisation du monde accoutume ainsi l'esprit à se mouvoir dans un monde sous commande du traitement de données, monde où l'entièreté du réel se réfléchit à partir de fonctions à remplir. Monde cybernétique, sommé de répondre à toute sollicitation qu'il est techniquement apte à accueillir. Eh bien, les données dans lesquelles nous mouvons sont bien nommées. Parce que les données, c'est ce qui est donné. Précisément. C'est du donné. C'est ce qui est là, tel qu'il est, dans la pure factualité de sa présence. L'esprit cybernétique se meut dans le donné des données. Mais cela est-il viable pour l'esprit humain ? L'esprit humain peut-il être entièrement cybernétique jusqu'au bout ? Même à supposer que l'esprit humain soit, à l'instar du reste du vivant et des automates, comme le veut la métaphysique de la cybernétique, qu'il soit donc une machine informationnelle. Même à supposer qu'il soit une machine informationnelle, ce qu'il est très certainement en partie. Lui suffit-il d'avoir les bonnes informations pour bien s'orienter dans le monde ? S'orienter dans le monde, cela veut-il vouloir dire, pour lui, ne s'orienter qu'en fonction de données ? Je prends l'exemple de la cybernétique, précisément. Cette science nouvelle est à ce jour la plus radicale dans sa tentative d'expliquer le comportement de tout existant naturel ou artificiel par un système d'échange informationnel en fonction d'un but. Mais le but, qui le définit ? Qui le fixe ? Même la construction de dispositifs artificiels, aussi simples qu'un thermostat, c'est un des exemples paradigmatiques de Norbert Wiener, ou un ascenseur, c'est aussi un ascenseur est un appareil aussi cybernétique, ou un capteur de données numériques, tous ces appareils, désormais relativement simples, présupposent d'y implanter un but, lequel doit être préalablement défini. Le but n'émerge pas du fonctionnement.
c'est plutôt le fonctionnement qui est ordonné au but que l'on a d'abord défini. Or, concevoir un but à atteindre, c'est concevoir quelque chose qui n'est pas donné, qui ne l'est pas encore, mais que l'on souhaite voir advenir. Un but que l'on pose n'existe pas sur le mode de la donnée informationnelle. Il n'est pas une donnée du monde, mais une production de l'esprit. Il peut certes être traduit en données informationnelles. C'est pourquoi on peut l'implanter dans une machine. Par exemple, on peut fixer le but que le thermostat se déclenche à 19 degrés. Mais cela ne peut se faire que si quelqu'un a déjà choisi ce but. Ce sont les cybernéticiens qui fixent les buts des machines cybernétiques, pas les machines. La cybernétique, science des comportements orientés vers un but, a laissé dans l'ombre la question de l'origine même du but, de son émergence et de sa sélection comme guide pour l'orientation d'action. Victime de sa passion pour l'observable, elle n'a pu faire autrement que de considérer les buts des comportements téléologiques qu'elle observait autrement que comme des données déjà données. Ce fut sa manière d'enfermer l'esprit dans la positivité de ce qui est. Mais justement, je l'affirme sans détour et de but en blanc, de manière un peu thétique, ici. La caractéristique majeure de l'esprit humain, son trait le plus remarquable, n'est pas d'être relié à ce qui est, mais d'être relié à ce qui n'est pas. D'être moins guidé par le réel que par l'idéal, moins par le donné que par le pas encore donné. Poser un but à atteindre, c'est orienter l'action vers quelque chose qui se trouve encore simplement anticipé en pensée. Vouloir traverser la rue, c'est anticiper la situation où je suis déjà de l'autre côté de la rue et orienter mon action présente en fonction de ce but à atteindre. Mais ma situation présente, elle est factuelle, c'est que je suis de ce côté-ci de la rue, que les voitures et les vélos passent à telle et telle vitesse, qu'il n'y a pas de passage pour piétons. Ce qui est contrefactuel, c'est ce qui n'est pas encore. Moi, de l'autre côté de la rue. Une situation que j'anticipe en pensée et dont je fais le guide de mon action présente. Poser un but, c'est fixer un objectif contrefactuel. L'exécuter, c'est organiser son action présente en fonction de cet objectif qui n'est pas. Poser un but et guider son action en fonction de ce qui n'existe qu'en pensée, sur le mode contrefactuel donc, est une performance spécifique de l'esprit humain, de l'esprit de court, animal aussi. Si ce rapport à la contrefactualité n'existait pas, alors tout comportement serait simplement adaptatif. Une réaction passive à des informations venues de l'extérieur. On ne se poserait jamais de questions, on ne formulerait jamais d'hypothèses, on ne créerait pas du nouveau, ni n'imaginerait des possibles. L'activité scientifique, la création sous toutes ses formes, l'évaluation éthique, l'aspiration à des idéaux, les sentiments comme le regret ou la culpabilité, l'espoir ou l'abnégation, rien de tout cela ne serait possible sans ce lien à la contrefactualité, sans ce lien à ce qui n'est pas, mais est cependant présent en quelque manière à l'esprit. Sans ce lien, l'esprit serait esclave du donné, enfermé dans sa caverne sensorielle, strictement dépendant du cours naturel des choses, toujours en réaction, jamais en création. La contrefactualité est le cœur battant de l'esprit. Je pense par ailleurs qu'il y a là, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais un champ de recherche dans lequel je suis actuellement, phénoménologique proprement, pour savoir comment caractériser phénoménologiquement la contrefactualité. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse le faire, enfin, dans les termes husserliens, par exemple, en tout cas tel que lui présente les choses. Je ne pense pas qu'on peut le faire en termes d'une simple relation noético-noématique, si vous voulez, ni d'ailleurs à partir du champ de ce que Husserl appelle
la motivation, qui en est proche, mais lui, il ne parle jamais de contrefactualité. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment un vrai champ de recherche. Quoi qu'il en soit, pour l'esprit, la relation au monde n'est donc pas faite des seules données qui parviennent du monde, mais de l'ensemble de ces données et des relations contrefactuelles que l'esprit établit avec elles. Or, c'est précisément cette capacité générale de contrefactualité propre à l'esprit qui est assaillie de toutes parts par le devenir fonctionnel de nos sociétés rationalisées, et en particulier par le numérique qui amplifie cette tendance dans des proportions jamais atteintes. Chaque utilisateur devient source d'information pour l'autre, et de ce fait même potentiel déclencheur d'une action automatique, quelle que soit la finalité qu'elle serve. Le devenir cybernétique des sociétés, je parle maintenant au niveau des sociétés, c'est cette tendance que nous observons tous à l'automatisation des procédures, à la traçabilité des faits et gestes. Aux Jeux Olympiques prochains, on pourra se déplacer qu'avec un QR code. À l'imposition des attentes de comportement dictées par les machines. Ce sont les QR codes qui tracent les paquets, la viande ou les individus. Les caméras de surveillance qui remplacent le contrôle social. Les click and collect qui rationalisent les achats en évitant tout contact humain. C'est ça, le devenir cybernétique des sociétés. C'est tout simple, c'est très concret. Le devenir cybernétique de l'esprit, cette fois, c'est cette tendance, chaque jour accentuée par la dépendance numérique, qui est accentuée chaque jour, et l'Europe est un accélérateur incroyable de cette dépendance au numérique. Parce que l'Europe projette pour 2027 que nous ayons tous les citoyens européens, 500 millions de personnes, un portefeuille d'identité électronique dans nos smartphones. Donc, ça a été voté il y a 3 semaines. Hein. Donc, alors, ce ne sera peut-être pas en 2027 parce que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensent, comme toujours, mais ils veulent le faire, les textes existent, ils sont faits. D'accord ? Donc, ils veulent accroître cette dépendance au numérique. Donc le devenir cybernétique de l'esprit, c'est cette tendance, chaque jour accentuée par la dépendance au numérique, à pouvoir satisfaire sans délai le moindre de nos besoins, caprices, désirs, volontés, grâce à un dispositif technique qui met toute la réalité numérisable à notre portée. Le numérique accoutume ainsi chacune et chacun à ce principe de commodité, induit par les technologies de l'esprit, à ce technosolutionnisme mental, consistant à s'en remettre automatiquement à une machine. Ce désaccoutumement ainsi de l'effort et des joies de la quête. Le devenir cybernétique de l'esprit, c'est ce fonctionnalisme mental où chaque attente déclenche sa réponse adéquate. Où à peine éveillé, un désir reçoit la satisfaction qu'il éteint. Où la moindre des volontés trouve sa prise en charge automatique par un système qui l'exécute. Si donc, il est vrai que les outils numériques sont une technologie de l'esprit, comme je l'ai dit, alors c'est l'esprit qu'il faut protéger. C'est lui qui est précieux. C'est lui qui est vulnérable. C'est lui qui est menacé. Et il est dans sa faculté reine, qui est d'être capable de dépasser le donné vers ce qui n'existe qu'en pensée, de ne jamais considérer le factuel que comme un tremplin vers le contrefactuel, et d'en faire le guide de tout agir dans le monde. Le devenir cybernétique de l'esprit atrophie cette capacité, en tentant de l'arrimer sur toute l'étendue de son expérience à la surface d'un monde de données. Il se trouve ainsi comprimé dans le libre exercice de ses facultés. C'est pourquoi une véritable éthique du numérique doit être une éthique de l'esprit. Et j'aimerais juste dire que j'ai parlé au tout début des paradigmes du numérique. Je propose un autre paradigme, un nouveau paradigme qui est celui des technologies de l'esprit. Je ne veux pas dire que ce paradigme est plus vrai ou même plus plausible qu'un autre, parce qu'ils le sont tous. Alors, chacun à sa manière est plausible et a ses mérites naturellement. Mais
ce que je veux dire, c'est que caractériser le numérique comme technologie de l'esprit est ce qui permet d'en dégager l'enjeu le plus haut. Voilà. Celui auquel nous devrions tenir le plus. C'est ça qui est en jeu. C'est au fond la vie de l'esprit qui est en jeu. Et c'est un enjeu qu'on perd de vue à force d'avoir le nez dans cette machine cybernétique qui nous enveloppe de toutes parts. Et surtout, le problème, c'est que c'est un enjeu face auquel nous ne sommes pas équipés, ni moralement, ni politiquement. Dans notre univers juridique, l'esprit n'est pas ce qu'on protège. Les lois démocratiques sont capables de protéger contre les atteintes aux droits dont les individus sont porteurs et contre toutes les infrastructures définies par le système juridique. Contre toutes les infractions définies par le système juridique. L'esprit humain, n'étant ni une personne, ni un bien juridique, l'esprit humain n'est pas un bien juridique, ne peut tomber sous le coup d'une infraction qualifiée par le droit. Il n'y a pas de crime contre l'esprit, parce que l'esprit n'est pas protégé, et dans le contexte de la propagation des technologies de l'esprit, cela me semble un sérieux problème. Je vais vous épargner mes diatribes contre le droit européen du numérique, dont je peux dire juste une chose, parce que je connais bien tous ces textes, il y a énormément de textes, le DSA, le DMA, tout ce qu'on veut, maintenant le dernier texte sur le wallet, etc. Ces textes, vous pouvez me croire sur parole, si vous voulez, visent à une seule chose, n'ont qu'un seul horizon normatif, c'est la défense du marché. Et au fond, il y a une raison structurelle pour ça, c'est que, en fait, la création du marché unique est la seule compétence réelle des institutions européennes. C'est leur seule compétence. Ils n'en ont pas d'autre. Ils ne peuvent pas délivrer une identité européenne, ils ne peuvent pas, etc. Et la création du marché. Et donc, en fait, voilà, tout est, si vous voulez, ordonné à la création du marché. Et donc, évidemment, on vous dira que, mais on défend les droits individuels, etc. Oui, c'est les droits individuels en tant que nous sommes des utilisateurs du numérique. En tant que nous sommes des utilisateurs du numérique. C'est ça qui protège. Il ne protège pas du numérique lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, en fait, ils défendent les droits fondamentaux, les droits individuels fondamentaux, mais à mon avis, ce n'est pas à la hauteur, évidemment, du véritable enjeu. Par exemple, voilà, je cite ici un texte, les droits tels que la protection des données, le droit à la vie privée, la non-discrimination et l'égalité de genre, ainsi que de principes comme la protection des consommateurs, la neutralité technologique et de l'Internet, la fiabilité et l'inclusivité. Voilà le type de droit autour duquel gravite l'éthique du numérique. Ceux que ça intéresse peuvent aller voir ce qui, à mon sens, est la Bible de l'éthique orthodoxe institutionnelle européenne. D'accord? C'est le livre de Luciano Floridi, il s'appelle, voilà, qui est l'expert patenté des institutions européennes, mais qui ne quitte jamais, 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 dans un livre de 800 pages, ce paradigme, si vous voulez, des droits individuels, calqué par ailleurs sur la bioéthique. Calqué sur la bioéthique, ce qui est encore un autre problème, parce qu'on ne voit pas du tout pourquoi, enfin moi je ne vois pas du tout pourquoi, le droit du numérique pourrait prendre pour modèle la bioéthique. Mais bon, c'est un autre problème, je ne vais pas entrer là-dedans, mais... Et donc, d'une manière générale, ce qu'on peut dire dans cette éthique orthodoxe européenne, qui est quand même un progrès par rapport au Far West régnant, hein, donc, mais c'est pas à la hauteur des enjeux, c'est ça que je veux dire. Et donc, ces droits, évidemment, ne sont pas là pour protéger l'individu contre les effets du numérique en tant que tel, mais uniquement pour le protéger en sa qualité d'utilisateur du
numérique sans que cette utilisation ne soit jamais interrogée, sans que la nécessité de tout numérique soit jamais mise en question. Bien au contraire, tout doit encourager le citoyen européen à l'utiliser de plus en plus. L'éthique des droits individuels sur laquelle repose notre architecture normative ne permet donc pas de se hisser à la hauteur des enjeux que nous impose le numérique, compris comme technologie de l'esprit. L'esprit pourrait devenir entièrement cybernétique, si vous voulez. Le monde pourrait être entièrement digitalisé, comme le souhaite l'Union européenne, tout en respectant scrupuleusement les droits individuels. Je vais vous donner un exemple, ça ira plus vite. Enfin, ça sera peut-être plus clair pour vous si je n'arrive pas à vous convaincre. Vous connaissez tous la pratique du streaming. Netflix, Spotify, etc. Des plateformes culturelles sur lesquelles on se rend pour profiter de biens culturels. Bon. Ça représente quelque chose, c'est un système qui représente, à mes yeux, qui contient en germe, si vous voulez, la métaphore, c'est en petit, ce que risque d'être une société cybernétique en grand. C'est l'horizon de notre avenir cybernétique. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que nous avons affaire à des individus qui utilisent ces plateformes, des individus qui sont parfaitement individualisés grâce au profilage, etc., qui expriment leur goût, qui donc trouvent sur cette plateforme satisfaction de leur goût, donc pour leur plus grand plaisir, et qui même, au fond, sont traqués dans leur goût, donc on peut leur proposer des contenus qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont susceptibles de leur plaire, et ça va même plus loin, puisque maintenant les contenus eux-mêmes peuvent être formés, façonnés en fonction du goût des consommateurs. D'accord ? Donc, on a une société parfaitement individualisée, qui respecte parfaitement l'individu, n'est-ce pas ? Donc, individus donc, qui sont tous individualisés, profilés, qui ne partagent qu'une seule chose, c'est d'être sur la plateforme, donc d'être dans ce système technique, et donc ils ne partagent plus que l'acte de consommation qui a consisté à acheter l'abonnement pour aller sur la plateforme. Donc, on a une société d'individus, c'est le paradoxe d'une société nominaliste, si vous voulez, il ne devrait pas y avoir de société, justement, chez les nominalistes, d'une société d'individus nominalistes intégrée uniquement par la technique. D'accord ? Tout ça dans ce mouvement cybernétique, la logique elle est cybernétique. Et moi j'ai des goûts, paf, vous voyez, c'est input-output. Et de feedback aussi, parce que si je vais un peu vers autre chose, l'appareil, l'offre réagit tout de suite, etc. Le feedback est permanent. On est dans ce modèle cybernétique. Bon. Ce modèle cybernétique de satisfaction immédiate, sans transcendance, si vous voulez. J'ai une envie, paf, je l'obtiens, j'obtiens satisfaction. Vous voyez, ce fonctionnement peut s'effectuer dans le respect parfait des droits individuels. C'est ça mon point. Dans le respect parfait des droits et libertés individuelles. Et pourtant, nous avons là le modèle d'une société cybernétique, sans transcendance, sans etc., de satisfaction immédiate, une espèce d'automatisme, vous voyez, du désir, d'automatisme libidinal en quelque sorte, où j'ai quelque chose, je veux quelque chose. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de transcendance, c'est juste cette espèce de machine désirante. Nous devenons des machines désirantes et le système technique réussit à satisfaire cela. Dans le respect des droits individuels. Pour moi, c'est vraiment la meilleure image que je peux donner de pourquoi est-ce qu'il faut passer à autre chose qu'aux droits individuels. Pourquoi le numérique, pourquoi les droits individuels, pourquoi l'éthique individualiste, au fond, n'est pas à la hauteur des enjeux véritables que pose le numérique, puisque, en fait, le numérique s'en prend, je pourrais dire, à la vie de l'esprit, qui n'a rien à voir avec la vie des droits individuels. Et donc, l'enjeu éthique fondamental pour moi, c'est de protéger non les droits individuels, mais les droits de l'esprit. C'est pourquoi j'avance la proposition, Nathalie y a fait allusion, la proposition que l'on déclare l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, comme on l'a fait pour les fonds marins, avec une autorité dédiée. Ce serait, à mes yeux, la manifestation juridique la plus haute, actuellement imaginable, d'une prise de conscience à la fois de la valeur inestimable de l'esprit humain et de sa vulnérabilité
constitutive. L'esprit est vulnérable. Et l'esprit humain apparaîtrait ainsi comme un bien commun en deux sens. Dans le sens factuel, c'est un bien commun dans le sens factuel où l'esprit est effectivement ce que nous partageons tous. Ça, c'est un fait, si vous voulez. C'est un fait anthropologique. Nous le possédons réellement en commun. Quelle que soit la manière dont on le définisse, ou qu'on le conçoive, tout humain y a accès, le met en œuvre et en voit les manifestations symboliques, potentiellement déchiffrables et compréhensibles par tous, ce qui est d'ailleurs le fondement de la partageabilité humaine de l'expérience. Bon, donc, bien commun au sens factuel. Mais c'est aussi un bien commun au sens contrefactuel d'un bien à défendre, parce que vulnérable, justement, à protéger contre des menaces réelles ou potentielles, un bien dont la possession et l'épanouissement ne va pas de soi, et qui est donc hautement vulnérable parce qu'il est hautement influençable, parce qu'il est hautement manipulable, et il est d'une manière générale plastique, donc ouvert à toutes les influences. Et donc, préserver l'esprit dans sa liberté originaire d'imaginer d'autres mondes possibles, c'est ça, sa capacité fondamentale de contrefactualité, dans sa capacité de contrefactualité à décoller de la réalité simplement donnée, à ne pas être assujetti au fonctionnalisme et à des buts que d'autres ont fixés pour lui, est désormais une tâche qu'il s'agit d'assumer si nous tenons aux conditions d'un épanouissement authentiquement humain. L'éthique des droits individuels, elle est ombilicalement liée au fonctionnement du système, comme on le voit en Europe, auquel tous les individus doivent s'adapter par défaut. Une éthique de l'esprit doit au contraire mettre le système dans lequel il est amené à se développer au service de l'humain et de ses capacités infinies. Un mot encore de conclusion, c'est qu'évidemment une telle déclaration universelle des droits de l'esprit humain, qui serait garantie par une haute autorité, comme l'AIFM pour les fonds marins, n'est évidemment pas une solution clé en main, si vous voulez. Capable de réaliser, un coup de baguette magique, la cohabitation harmonieuse entre l'humain et le numérique. Mais, c'est pas mon but, évidemment, d'offrir une solution clé en main. En revanche, mon but, c'est d'offrir le cadre normatif pour toutes les solutions possibles, pour une cohabitation harmonieuse, ce qu'elle est très loin d'être pour l'instant. Et si elle ne l'est pas, harmonieuse, cette cohabitation, s'il n'est pas au service de l'humain, la raison n'en tient pas au numérique lui-même en tant que technique, mais au rapport de force, au système de domination, aux asymétries d'information, de pouvoir et de richesse qui se sont déployés sous le parapluie du numérique ces 20 dernières années, et qui permet par exemple à un tout petit groupe d'individus d'envisager en toute ingénuité d'étendre leur mainmise sur tout le système solaire, après avoir colonisé notre monde et les esprits qui le peuplent. Face à ces tentatives d'appropriation, je dirais même de privatisation de l'esprit et du monde, une telle déclaration serait une nouvelle étape sur le chemin de la conquête des conditions de l'épanouissement humain. Elle permettrait avant tout de surmonter la fragmentation qui prévaut actuellement et qui ne fait que favoriser l'emprise du système sur les individus, en rejetant systématiquement tout point de vue global sur le monde. Personne n'a de point de vue global sur le monde. On a toujours des analyses, toutes les analyses de risque, risk assessment, tout ce que vous voulez, sont toujours sectorielles, isolées, silotées. Et en fait, à isoler à chaque fois les risques pour les analyser un à un, droit par droit, vous voyez toujours des calculs coûts-bénéfices, il y a toujours des bénéfices à numériser. Il y en a toujours, dans toutes les professions. Il y a bénéfices à numériser. Et donc, si on considère les choses de manière silotée, chacun, dans son silo, il a avantage à numériser. Mais au total, on aura un monde entièrement numérisé. Et donc, on perd de vue, avec ces analyses justement sectorielles, on perd de vue l'effet global que les technologies de l'esprit finiront par exercer sur la condition mentale des humains en général.
C'est pour être capable d'appréhender cet effet global dans un cadre unifiant que doit être mobilisée la catégorie universelle d'esprit humain, surplombant mais n'annulant pas les catégories individualistes antérieures. La haute autorité aurait pour rôle prioritaire d'incarner ce point de vue global et de porter au-delà des horizons étroits de l'éthique individualiste moderne et de la politique souverainiste des États la valeur irremplaçable de l'esprit humain, source infinie de richesse et de diversité. Je vous remercie.